Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver ce mardi, il est 10h02, excusez-moi pour le retard, j'espère que nous n'allons pas avoir de problèmes techniques dans la matinée, comme ce fut le cas lors des deux derniers mardis, soit à cause du son, soit à cause de l'internet ou de je ne sais pas trop encore quoi. Alors, je regarde un petit peu le panneau de questions pour m'assurer que vous m'entendez. Bonjour Marc, bonjour Robert. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez? Superbe. Je reviens dans 10 secondes. Je vous laisse regarder le petit panneau d'avertissement. Je reviens dans 10 secondes. À tout de suite. Voilà, veuillez m'excuser. Content de t'entendre moi aussi Dominique, merci. C'est gentil, donc merci pour votre patience. Donc là, j'ai un peu moins communiqué sur la revue de marché d'aujourd'hui. Nous allons être un petit peu moins nombreux. Euh, Bonjour Ulrich, le son est OK, tout le monde est OK. Bonjour Laurent, bonjour Robert, Marc, bonjour tout le monde. Nous allons donc pouvoir commencer après la lecture de ce petit panneau d'avertissement. Ce que je vous propose, c'est que vous me posiez des questions sur les actifs qu'éventuellement vous aimeriez me voir analyser, si vous avez un doute quelque part, si vous-même vous constatez une possibilité ou pas, ou vous vous interrogez sur un actif, n'hésitez pas à me demander pour que je puisse éventuellement vous donner mon opinion sur l'actif en question. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder s'il y avait des statistiques aujourd'hui. Je vais jeter un œil en même temps que vous pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, en fait, je débarque, hein, pour être tout à fait franc. Depuis hier, j'ai pas eu énormément le temps de regarder l'écran et ce matin, j'ai été occupé depuis 6 heures ce matin jusqu'à maintenant avec les enfants, des petits soucis au collège, etc. Enfin, rien de grave. Mais du coup, je débarque, je suis un petit peu largué. Nous sommes le 29 mardi. Je regarde le calendrier. Alors, 10h30 comme d'habitude, des statistiques concernant la Grande-Bretagne, 14 heures, indice des prix à la consommation allemand. Oui, bon, ça devrait créer une légère volatilité, mais pas de quoi pousser mémé dans les orties ou fouetter un chat. Ah oui, alors nous avons le produit intérieur brut, le PIB américain, 14h30, c'est très important comme statistique. Donc autant dire que dans la matinée, ça va pas être forcément très simple. Nous avons ici des statistiques américaines très importantes, 14h30, 14h30. 16 heures, indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Bon, autant dire qu'il y a un petit peu de mouvement, le plus important étant le PIB à 14h30. Il faut savoir aussi que la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours du 7 ou 8 décembre, nous devrions avoir la BCE. Et encore un petit peu plus tard, avant les fêtes de Noël, le FOMC, la Fed, très très attendu, puisque souvenez-vous, on attendait, il me semble, si je dis pas de bêtises, en septembre, une possibilité de remontée de taux, et ça a été reporté au mois de décembre. Donc, va-t-il y avoir une remontée des taux de la part de la Réserve fédérale américaine ou pas? That's the question. Et donc, tout ça pour dire qu'en attendant ces statistiques majeures, enfin en tout cas ces annonces majeures, ça ne devrait pas, théoriquement, ça ne devrait pas bouger excessivement. Oui, quand j'ouvre un graphique, voilà un petit peu les choses que je fais. Alors la première chose que je fais, c'est que je constate que le nuage Ishimoku est au centre, est au milieu. C'est la zone d'équilibre de cette dérive latérale que l'on peut compacter dans un grand rectangle, mais en tout cas dans ce triangle. Donc une sortie ici par le bas devrait nous conduire au moins jusque le bas de ce rectangle qui est ici. Une sortie par le haut devrait nous conduire au moins jusqu'en plus haut qui sont ici. C'est le type de configuration relativement facile à trader.
Donc, en attendant que vous m'écriviez ce que vous aimeriez voir analysé, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je me rappelle plus ce qu'il y a eu comme trade exactement. Il me semble que je n'ai pas beaucoup tradé. Ce qui est certain, c'est que j'ai perdu le trade euro-yen. Souvenez-vous, la semaine dernière, lors de la revue de marché que j'ai enregistrée suite aux problèmes techniques et que j'ai diffusé sur YouTube et qui a été vu plus de 500 fois déjà, et je vous en remercie sans en faire aucune promotion en plus, c'est très sympa. Vous saviez que j'avais vendu ici. Voilà, j'avais vendu quelque part par là. Voilà, sans doute cette toupie qui est ici, vous voyez, en haut de ce rectangle, avec un stop qui était aux alentours des 118 et des poussières. Et j'ai perdu le trade puisque ce rectangle a explosé et qu'actuellement nous sommes en train de retracer sur la ligne de tendance qui suit la cassure du rectangle au minimum, voire peut-être on aurait pu retracer jusqu'ici. Donc ce trade a été perdu. Ça fait partie des annonces que je fais dans les cellules de veille. Vous savez que dans les cellules de veille du forum, j'annonce mes trades en temps réel, voire en amont quand j'ai la possibilité d'écrire un plan très en amont. Et j'étais aussi long sur le NZD USD. Alors le NZD USD, il n'a pas bougé, le voici, j'y suis toujours. Donc pour le moment, j'ai la chance de ne pas avoir perdu les 2 trades que j'ai annoncés dans la cellule de veille la semaine dernière. Si ça m'arrive, écoutez, ça arrivera, mais ça fera longtemps que j'aurais pas perdu 2 trades comme ça d'affilée. Bon, entre-temps, j'ai fait des petites choses. Voilà, NZD USD, un petit peu la même technique. Je constate que le marché, le nuage, n'est pas orienté ni à la hausse ni à la baisse, qu'il est à l'horizontale, qu'il a twisté ici. Après, ça bouge à l'intérieur du rectangle, surtout quand on casse un nouveau plus bas ici qui n'a pas été cassé depuis longtemps à l'intérieur du même rectangle, mais ça ne remet pas en question le range global et général, hein, comme je l'explique très souvent dans les formations ou ailleurs. Donc la situation est exactement la même. Vous voyez, en bas du rectangle ici, j'ai payé l'avalement. Configuration de chandelier japonais de retournement. Comme on peut le voir en haut ici, nous avions eu une légère sortie en haut, avalement et bim badaboum, on s'est retrouvé en bas. Ici, nous avions eu toupie, toupie d'hésitation, tac, avalement, étoile du matin et on se retrouve en haut. Ici, nous avons en haut un avalement, un sommet en pince suivi d'une magnifique étoile du soir sur la résistance. Et ici, nous avons notre avalement, puis les prix ont retracé, ont redessiné un doji ici, ce qui est tout à fait intéressant. Hein. Si on a des chandeliers de retournement en haut, au-dessus de l'avalement, c'est pas significatif comme ça pourrait l'être tout à fait en bas sur le support. C'est plutôt généralement une confirmation de l'hésitation de la part des vendeurs pour laisser éventuellement la main aux acheteurs. Et puis ici, nous avons à nouveau le doji, donc c'était une deuxième possibilité d'entrer en position un peu plus confortable, puisqu'on est à 10 points près que celle à laquelle je suis rentré, voire même davantage, puisqu'en haut ici, nous étions à peut-être 50 points, 80 points près, parce que j'étais à un moment donné à moins 80. Nous avons eu ce doji, nous avons ici une étoile du matin sur le support en plus de l'avalement. Bon, la sortie de cette configuration chartiste qui pourrait être considérée comme une configuration aussi de retournement. Si on passe le fameux seuil dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait baisser légèrement le nuage qui est ici, bien que la SSB reste centralisée en même temps que la Kijun ici, nous pourrions atteindre, selon moi, hein, au minimum les 0,7160, c'est-à-dire l'équilibre de ce range, et moi j'ai fixé mon objectif tout à fait en haut du range pour continuer à jouer les allers-retours à l'intérieur de la dérive latérale. Notez que si l'on perd ce genre de trade, ça n'a pas beaucoup d'incidence, ce n'est pas très grave, dans le sens où on a un ratio extraordinaire. Vous voyez qu'entre mon point d'entrée ici, mon stop qui est situé ici, et l'objectif en haut, le ratio est tout à fait confortable, il est supérieur à 3 pour 1. Donc même si je perds ce trade, il suffira que je gagne le suivant pour éliminer la conséquence de la perte et dégager des bénéfices au moins 2 fois supérieurs à la perte qui est ici. C'est aussi ça le trading, ce n'est pas rechercher à gagner systématiquement, mais c'est chercher à entrer dans des positions avec haute probabilité de réussite, vu ce que je viens d'expliquer, mais qui dit haute probabilité de réussite ne dit pas certitude de réussite. Et quoi qu'il arrive, on a un ratio minimum de 2 pour 1, voire davantage si c'est possible. Et dans ces circonstances-là, qu'on perde ou qu'on gagne, ça n'a pas d'importance, puisque à la longue, grâce au ratio et grâce aux entrées sur des trades à haute probabilité de réussite, on finira toujours par gagner de l'argent. C'est une question de money management. Donc le stop, dans ce genre de circonstances, il est placé sous les mèches les plus basses que l'on peut observer auparavant, tout au bas de ce range.
Voilà comment je fais pour faire du trading range. Et c'est très très efficace, que ça gagne ou ça passe ou ça perde, je peux vous garantir que c'est très efficace. Si je perds ce trade, ça fera des lustres que je n'aurai pas perdu 2 trading range d'affilée. Euro-yen ici et NZD-USD ici. Mais même en perdant les deux, étant donné que je ne perds que 1% de mon capital à chaque fois que je perds, c'est pas une question de pips qui est important, mais une question de pourcentage de capital. Même si je perds les deux, je perds 2% de mon capital. Admettons que je gagne le suivant avec un ratio de 2 pour 1, ben j'élimine déjà les deux pertes. Voilà, hier j'ai eu la chance de gagner un petit trade flash sur le DAX, donc je l'ai annoncé en temps réel sur le forum et dans les cellules de veille. D'ailleurs Thomas, si tu es là, tu as eu l'occasion, me semble-t-il, de suivre. Non, c'est pas Thomas, c'est euh... ah, j'ai oublié son prénom. Bon, je me rappelle très bien de la personne et j'ai oublié son prénom, qui a la possibilité d'entrer aussi. C'est toujours pareil, hein, j'avais fait le constat de cette dérive latérale, donc le nuage ici était totalement orienté à l'horizontale hier et nous n'avions pas eu cette baisse de nuage puisque nous n'avions pas eu de nouveau plus bas. Et donc l'idée était de payer en bas sur la borne basse du range, d'entrer ici pour obtenir un objectif aux alentours des 10 750, voire au niveau du gap, puis sur les unités de temps inférieures sur le M15, lorsque les prix se sont approchés ici de la Kijun-sen, un niveau de support à l'intérieur du range, on pouvait imaginer qu'il allait casser étant donné l'orientation du nuage, j'ai constaté qu'il était important d'en sortir sans aller chercher l'objectif. Donc c'est une adaptation. En général, on ne touche ni au stop ni à l'objectif, puisque sinon on n'applique plus du tout la méthode du ratio que je vous expliquais juste avant. Mais parfois, il faut s'adapter à ce que l'on voit. Et là, les chandeliers japonais dont je vous parlais tout à l'heure de leur importance en ce qui concerne mon trading m'ont indiqué une forte probabilité de retournement sur ce niveau, notamment sur les unités de temps inférieures. Et comme à ce moment-là, j'avais la chance d'être devant l'écran, j'ai pu sortir de position et encaisser les 54 points. Alors, qu'est-ce que l'on a à voir aujourd'hui, si jamais, en attendant que vous me posiez des questions? Selon moi, le plus confortable reste encore l'observation et la constitution de plans de trading sur les paires en yens. Par exemple, si l'on prend l'USD yen, alors évidemment, il va subir lui aussi les conséquences du PIB américain, en tout cas en intraday cet après-midi, donc c'est très difficile de faire quoi que ce soit ce matin. Et puis ensuite, il va forcément y avoir aussi des mouvements en attente de la sortie de la décision de la Fed. Nous avons ici une tendance qui est parfaite, une très belle tendance. À chaque fois, lorsque la tendance s'essouffle, on fait une sorte de trading range. Rappelez-vous de ce triangle, on l'avait tradé ici, là où je fais des petits ronds avec ma souris. Et puis ensuite, on a refait une période d'attente de range, on l'a cassé, on refait une période de range, on la casse, on refait probablement une période de range. Et probablement aussi, il n'est pas impossible qu'on continue et qu'on la casse. Alors, pour aller jusqu'où? Telle est la question. Donc maintenant, voilà comment on avance l'USD Yen. Hein, c'est un grand classique. Hein, l'USD Yen fonctionne comme ça. Hein, il dérive, poum, il casse, il va jusqu'à l'objectif suivant. Il dérive, poum, il casse, il va jusqu'à l'objectif suivant. Donc quel pourrait être l'objectif suivant en cas de cassure par le haut? On peut aussi s'apprêter, suite aux statistiques cet après-midi ou dans les jours qui viennent, si la possibilité nous en est donnée. Souvent après les statistiques, même si on fait des plans de trading, il faut tout recommencer puisque la statistique a fait parfois bouger les prix sans que l'on puisse rentrer dedans. Donc il faut recommencer à créer nos plans quand on a des choses importantes comme le PIB. Mais bon, je pense que plus que le PIB, ce qui va être attendu, c'est les taux. Mais le PIB peut nous donner des informations aussi. Nous avons donc cette nouvelle dérive latérale. Voilà, ici, sur ce chandelier, à 3 heures du matin, moi je dors, mais sur ce genre de configuration, cet avalement ici, à 1 heure du matin, je dors aussi. Mais si ce genre de configuration nous sont offertes en cours de journée, il n'est pas impossible d'entrer en bas, d'accord, avec un stop relativement serré, par exemple, sous ce niveau de SSB, pour viser 1, le haut du range qui est ici, voire 2, l'objectif à atteindre en cas de cassure de ce range ici. Enfin, ce range, on est sur du H1, il est quand même important, hein, puisque la borne basse est à 111,50 et la borne haute à 114. Donc on a vraiment de quoi faire. On a vraiment de quoi faire à l'intérieur de ce range. Autre possibilité, c'est de voir les tendances qu'il y a à l'intérieur des ranges. Vous voyez, d'ailleurs, ça crée des figures chartistes. Ça, c'est la tendance tout simplement qu'il y a à l'intérieur de cette dérive latérale. On casse. Il faut attendre que Chikou scanne, que Chikou scanne la droite aussi ici, span casse ici,
qu'on sorte, qu'on fasse un pullback, et là on aura aussi des possibilités d'entrée en intraday une fois que la cassure de ce niveau sera confirmée. Vous voyez, si par exemple les prix cassent ce niveau, donc Chikuspan sort ici, on attend éventuellement un pullback et à la sortie des 113,21, on peut venir chercher les 113,90. Donc là, il y a quelque chose à faire à court terme, très rapidement, en allant trader cela en utilisant les unités, en naviguant sur les unités de temps inférieures. Et donc la question est de savoir jusqu'où peut aller l'USD-Yen. Donc vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui vendent l'USD-Yen. Je respecte tout à fait ce choix, hein, tout le monde fait ce qu'il veut, et puis notamment souvent l'USD-Yen retrace aussi, et donc pourquoi ne pas le vendre si on est dans un bon timing. Moi je ne le vends pas, hein, l'USD-Yen, vous le savez. Alors je dis ça, il suffit que je le dise pour le faire plus tard, mais je ne vends pas l'USD-Yen pour la simple et bonne raison que c'est un actif qui est extrêmement haussier, qui est soutenu artificiellement par la BOJ, par la Banque centrale du Japon, donc je ne m'amuse pas à le vendre. Nous avions tracé ici toutes les extensions de SSB. Voilà, ici on avait une, je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on est en train de travailler maintenant. Toutes les extensions de SSB sont des niveaux à atteindre. Voilà, les prix sont actuellement pile poil, au point près, en train de stagner sur cette SSB qui est ici. Il ne faut pas oublier la Kijun qui est juste en dessous, qui peut aussi servir de niveau de support résistant. Et puis ici, nous avons un morceau de plat Kijun qui va nous donner aussi des objectifs. Et là, on arrive dans une zone qui est quand même où il y a moins d'espace qu'habituellement, mais qui va pouvoir être mise à profit aussi. Donc si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit que ici, la Chikuspan a un problème avec cette Kijun, donc ça nous donne un objectif supplémentaire. Voilà. Si on redescend maintenant sur le graphique daily, on voit voilà la dérive latérale et puis on était sur le H1 au début, donc voilà tous les objectifs intermédiaires que je vous donnais. Bon, vous voyez, c'est exactement à quelque chose près, c'est exactement ceux qu'on a tracés à l'intérieur du range. Mais le plus intéressant, c'est de voir l'objectif en cas de sortie des 113,82. Nous avons un objectif sur 114,55 et si ma mémoire ne me joue pas de tour, 115 est aussi un niveau important. Donc voilà les niveaux que je vais tenter d'obtenir en intraday. Alors je ne pense pas que je vais trader à l'intérieur de ces espaces-là, auquel cas il faudrait le faire sur du 15 minutes ou sur du M5, surtout si ça se passe avant les statistiques, mais c'est aussi des possibilités. Hein. Vous voyez, si on casse ici ce niveau, la possibilité d'aller chercher les 113,50, etc., pour l'USD-Yen. J'ai pas grand-chose de plus à dire, et j'ai meublé, j'ai raconté un petit peu. Sur les autres actifs, je ne vois pas grand-chose à faire ici et maintenant. Vous allez sans doute me poser des questions sur le DAX et sur l'US30, donc je vais attendre que vous me les posiez, si vous me les posez, pour éventuellement y répondre. Alors, question. Ah, super, il y a plein de questions. Oula, le copper, alors là, je sais même pas... alors, le copper, le cuivre, je sais même pas où... J'ai jamais regardé cette... Alors, ce que je ferai, le copper, c'est que je ferai un post éventuellement sur le forum. Parce que là, le temps que j'aille chercher le graphique, je ne sais où, parce que je l'ai jamais ouvert, et ça va prendre deux plombes. C'est vraiment des CFD que je ne traite pas, qui me semblent difficiles à trader au niveau de la liquidité, dangereux, etc. Mais je peux effectivement faire une analyse sur le copper, mais je ferai ça directement sur le forum, parce que là, il faut que j'aille le chercher. Je ne sais où, je l'ai jamais ouvert de ma vie, je crois. Alors, le XAG. Donc, le XAG, Dominique, puis ensuite... La semaine est bien chargée en annonces. Euro-USD, chandelier de retournement weekly. Alors je vais faire le XAG, hein, c'est l'argent face au dollar américain. Le chandelier de retournement en weekly sur la borne basse du range. Alors, oui, effectivement, Euro-USD est dans une situation similaire. Weekly, chandelier, retournement. Je me le note pour aller voir ensuite chandelier, retournement. Ok, sur Euro-USD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Patrick, j'ai identifié un range H1 dont on vient de sortir, mais retracement à venir, Mike. Très bien. Alors, Mike, il faudrait juste que tu me dises sur quel actif. Comment gérer les ranges dans les ranges? On traite l'UT la plus petite avec l'objectif potentiel des autres UT supérieures, je suppose. Alors, bonjour Mike. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre non plus, parce que là, je rentrerai dans de la formation, quoi. Je rentrerai dans de la formation Ishimoku. Il faudrait, pour répondre très concrètement à cette question, il faudrait que je fasse plein de graphiques pour expliquer, etc., des schémas. Et c'est pas le but de ces revues de marché. Mais si tu poses la question sur le forum,
d'autant plus que il me semble que j'ai déjà fait un post là-dessus, et notamment une vidéo complète. Je vais essayer de rechercher cette vidéo, euh, qui a été rediffusée par des membres d'ailleurs sur Twitter il y a pas longtemps, sur comment trader les ranges dans les ranges. Est-ce qu'un range M15 est supérieur à un range H1, etc. Sinon, bien évidemment, alors je te dis pas du tout cela pour t'inciter à le faire, mais tout cela est détaillé avec moult graphiques et vidéos dans la formation totale à l'Ishimoku. USD-Yen en H4 Kasakijun. Alors USD-Yen en H4 Kasakijun, on vient de le voir, mais je vais retourner regarder ça. USD-GPI Kas H4 Kas Kijun. Donc je vais répondre à toutes vos questions. CAC et DAX, d'accord, on va faire le CAC et le DAX. NZD-USD, d'accord, NZD-USD est en train de casser un range H1, absolument, Mike. NZD-USD. C'est ce qui pourrait effectivement donner suite à mon trade. C'est-à-dire que si on casse ce range H1, tout en bas, ce serait sympa. J'aimerais bien avoir ton avis sur le SP500. Donc, CAC, DAX. Bon, mais j'ai du boulot. SP500, super. J'ai déjà la formation, Mike. Bon, écoute, il faut que tu postes sur le forum et je te répondrai concrètement avec des exemples, des vidéos, très certainement. Je ferai une vidéo parce que pour répondre à certaines questions, maintenant je fais carrément des vidéos. Et puis je la mettrai, la vidéo, où je te répondrai très très concrètement à ta question sans problème. Rappelle-moi bien que quand tu me poseras la question sur le forum, il s'agit de Mike, parce que comme souvent vous avez des pseudos différents, je vois pas qui dit quoi. Salut Roger, retournement, l'euro USD on a vu, et le XAG. Ok, c'est parti. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Donc le XAG, c'est le silver, c'est celui... Ah non, voilà. Alors le silver, regardez, déjà, là je suis sur un graphique daily. Je me suis amusé il n'y a pas très longtemps à dessiner une figure chartiste, juste pour voir, hein. Juste histoire de s'amuser à le faire. Avec ici l'amplitude en cas de cassure, vous savez, la fameuse règle du balancier que j'ai tracée sur le niveau de cassure et qui nous donne un objectif tout à fait cohérent, puisqu'il nous donne un objectif ici. Donc ça, c'est évidemment en dehors des statistiques, du PIB, de la Fed, etc. Vous savez que tout ça peut être remis en question. Donc maintenant, si on enlève cette configuration chartiste, pourquoi est-ce que je me suis amusé à faire cette configuration chartiste? Tout bonnement parce que nous étions dans une longue dérive et qu'il fallait bien s'amuser à faire quelque chose en attendant que ça bouge. Maintenant, on enlève un petit peu tout ça et on va certainement constater que l'Ishimoku va nous dire strictement la même chose. Donc déjà, la première chose que l'on peut faire, c'est, malgré qu'on trade avec l'Ishimoku, c'est, comme je l'ai fait tout à l'heure, voilà, tracer des lignes, oui, bon, ça a cassé. Donc le premier objectif, d'un point de vue purement Ishimoku, il a été atteint hein, suite à la cassure que nous avons ici. Donc là, il n'y a rien à faire à part attendre des retracements. Là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire, puisque nous avons eu la sortie du triangle tel que je vous l'ai montré d'un point de vue chartiste, et là, nous avons la cassure de cette ligne horizontale, donc il faut attendre que les prix retracent sur cette ligne horizontale, et comme tout cela est bien fait, très probablement, ça va coïncider avec un niveau, avec la Kijun qui va s'aplatir sur ce niveau. Donc si nous avons un pullback sur ce niveau, il sera, à mon avis, à partir de ce que nous raconte le daily, possible de vendre pour aller chercher les objectifs suivants. Donc on a l'objectif chartiste, mais qui est très loin, et si on a peur d'attendre aussi longtemps, Ishimoku nous délivre tout un tas d'autres objectifs. Un premier objectif qui a été atteint ici, vous voyez, et qui correspond pile poil à ces extensions de SSB, sans chercher à midi à 14 heures, et en faisant de l'Ishimoku pur et dur, on a à peu près tous les niveaux sous les yeux. Ici, nous avons un niveau supplémentaire, alignement de Kijun avec plat SSB, puis nous avons un niveau supplémentaire ici, on voit bien que les prix ont travaillé tous ces niveaux, et puis finalement, on arrive à l'objectif chartiste avec le plus bas des prix ici, qu'on peut aligner pour plus de sécurité sur le plat Kijun et le plat SSA ici. Donc notre plan de trading est tout tracé. Il faudra faire attention peut-être aussi à ce petit niveau qui est ici qui peut poser problème. On va le tracer ici, mais il est moins important. Maintenant, on veut vérifier, voilà comment on fait une analyse très basique avec Ishimoku. Si on veut vérifier tout ça sur un graphique plus important, hebdomadaire, nous avions eu la sortie ici des prix de ce niveau. Tac, on vient retracer sur ce niveau. Le retracement est quand même profond.
Et donc on a tous les niveaux supplémentaires à la baisse, vous voyez, et quand je dis qu'il faut se méfier, vous voyez, tous les niveaux coïncident sur toutes les unités de temps. On peut les affiner ici, et on a tous les niveaux intraday ici. D'accord? Alors la question est de savoir est-ce qu'on peut rebondir à partir de ce niveau pour aller chercher. Moi je ne crois pas. Il faudrait pour cela qu'il y ait des statistiques qui aillent dans ce sens. D'autant plus que, comme on peut le constater, regardez, on a un superbe ici, le niveau, la ligne de coup de cette configuration n'a pas été cassée, on a cassé la Kijun, on la reprend dans l'autre sens, et donc regardez, a priori, comme tous les niveaux qu'on a tracés sur les unités de temps supérieures, inférieures, correspondent bien à des niveaux du mensuel qui sembleraient totalement baissiers. Maintenant, il n'est pas impossible qu'il faille passer par une période de trading range pour en savoir un peu plus. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, pour aller chercher les niveaux au-dessus ou en dessous. Lorsque l'on a un fort niveau qui a été cassé ou un fort niveau de retracement, comme on l'a vu sur le mensuel, regarde là, le nuage est en train de se mettre à plat. Une possibilité de twist ici n'est pas impossible. Et donc, la sortie de ce rectangle, vous voyez, on retombe sur nos pieds, la sortie de ce rectangle devrait nous donner les signaux pour pouvoir entrer en intraday, soit pour aller chercher l'objectif chartiste final que nous avons ici en bas, soit tous ces niveaux intermédiaires toujours avec la même tactique, les retracements, les pullbacks, etc. Rentrer sur cassure à condition d'avoir le ratio. Si on n'a pas le ratio, on attend les retracements, etc. Et pour aller chercher l'objectif haussier ici. Donc voilà pour le XAG. On a tracé tous nos niveaux. On vérifie ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, quel est le mouvement de fond. Et ensuite, on s'apprête, on traite, quand je disais là, il n'y a rien à faire ici et maintenant, puisque la cassure a été faite. Un retracement sur le niveau de cassure ici en haut est possible. Et si jamais on casse ici par le bas, ben on a tracé tous nos niveaux directement sur le daily jusqu'à l'objectif final. Voilà, c'est assez simple. Bon, évidemment, je fais très très rapide, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une formation. Hein. Je suis beaucoup plus lent et beaucoup plus étape par étape pédagogique dans les formations. Euro-USD, chandelier de retournement sur le weekly. Alors c'est fort probable puisque sur l'euro USD, nous sommes sur une configuration que je n'ai pas répétée aujourd'hui parce que c'est toujours la même depuis des plombes. Nous sommes dans cette dérive latérale hebdomadaire qui dure depuis 2 ans. Voyez, et donc les prix ont bien stagné sur ce niveau. Et souvenez-vous, mardi dernier, lors de ma revue de marché publiée sur YouTube, puisque je n'ai pas pu la faire en direct, j'expliquais qu'à très court terme, sur les niveaux inférieurs, si on venait à casser ce niveau, la probabilité d'aller chercher les plus bas ici était réellement importante, mais qu'il allait quand même falloir se méfier des 2 mèches qu'il y a ici. Vous savez qu'en chandelier japonais, l'extrémité des mèches sont des niveaux de support et résistance. Il faut bien connaître les chandeliers japonais, comme je vous le montre depuis le début. Et que donc, il était probable de venir chercher cet objectif de très court terme en cas de cassure ici. Donc ça a été fait. Hein, vous voyez, poum, on est allé chercher de nouveau, au pile près, cette extrémité de mèche que l'on a dans les chandeliers précédents. Et donc, est-ce que l'on peut dire que nous sommes ici confrontés à un chandelier de retournement? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sans vouloir dire de bêtises, j'ai quand même envie de dire c'est un peu prématuré. Est-ce qu'on peut considérer que cette toupie ici est un chandelier de retournement? Est-ce que l'on peut considérer que c'est un doji? Non, c'est une toupie, vraiment un porteur d'eau, une toupie, normalement il a des jambes plus longues, hein, le porteur d'eau, mais c'est une toupie d'hésitation, c'est vraiment un chandelier d'hésitation, celui-ci aussi. Alors, s'il venait à descendre un petit peu plus bas ici, nous pourrions avoir un doji, hein, un doji, alors je sais plus si c'est Pierre Tombal ou je m'en fiche des noms. En tout cas, ce doji serait un chandelier de retournement pour pouvoir éventuellement effectivement acheter et faire exactement la même chose que pour le NZD et la UDUSD, viser au minimum l'équilibre du range, voire retourner tout à fait en haut du range ici à 1,14. Alors évidemment, nous aurons toute une série d'objectifs intermédiaires à l'intérieur, comme ça avait déjà été le cas et comme vous vous souvenez, on avait tradé ce niveau intermédiaire, on avait dit si ça casse ici, bon ça cassait en ligne droite, mais si ça casse ici avec un pullback, on vient chercher ce niveau, et si ça casse ce niveau, on vient chercher celui-ci. Donc moi j'aurais plutôt tendance à attendre un chandelier de confirmation supplémentaire. D'autant plus que l'euro USD va être particulièrement sensible au bruit que va créer l'attente de la décision sur les taux par la Fed. Donc c'est un petit peu délicat de trader l'euro USD ici. Cependant, rentrer ici
avec un stop. Alors encore une fois, les points peuvent vous paraître importants. On est à 0,580, il faudrait un stop à 0,450, admettons 150 points de stop. La seule chose dont il faut faire attention, c'est que ça ne représente pas plus de 1% de votre capital. Donc peu importe si ça fait 10 pips ou si ça en fait 300, on s'en fout des pips. Et à ce moment-là, visez au minimum l'objectif ici de la Kijun, hein, ce niveau, puis ensuite la SSB. On obtiendrait un ratio phénoménal et donc qu'on gagne ou qu'on perde le trade, ça peut valoir le coup d'entrer en position, mais il faut quand même faire attention à ce qu'il y ait un petit peu plus de confirmation haussière. Puisque si on regarde, et c'est un petit peu, ça va retomber sur les pieds, on va retomber sur nos pieds par rapport à ce qui vient d'être dit sur le NZD-USD et le range, en général, cette situation, les chandeliers d'hésitation que l'on voit sur le weekly se transforment aussi en configuration d'hésitation sur les unités de temps inférieures. Et ici, par exemple, sur le H4, c'est tout simplement un range. C'est tout à fait normal. Donc, venir ici, payer le bas du range, par exemple, avec ce doji, c'était pas totalement inutile que de le faire. Tu vois, si on rentre ici à 0,558, on est encore à 0,558, on n'a pas trop peur, et même si ça redescend ici, c'est pas très grave. Et si on perd le trade, à la limite, c'est pas grave, on est rentré avec un excellent ratio, avec une probabilité de retournement sur toutes les unités de temps pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Donc ça vaut le coup de le faire même si on perd le trade, puisque la prochaine fois on le gagnera et on éliminera la perte précédente. Mais là ici au milieu de nulle part, c'est pas vraiment valable. Ici en haut, il me semble pas que ce soit vraiment valable. Soit on trade le range ici, tac tac tac. On peut s'amuser aussi à trader le range ici à l'intérieur en attendant que ça sorte dans un sens ou dans l'autre. Si ça sort par le bas, ben on attend le pullback et puis on va chercher des objectifs supérieurs qu'il faudra aller chercher avec des extensions de Fibonacci. Si ça casse par le haut, la probabilité d'aller chercher les objectifs haussiers que l'on vient de d'énumérer sont importants. Donc, soit on attend la cassure, le pullback et on entre, soit on attend la cassure, le pullback et on entre à la vente en allant chercher les extensions de Fibonacci, soit on peut payer le bas du range ici en mettant un stop sous la mèche la plus basse du range weekly et on vise les objectifs haussiers qu'on vient d'énumérer. Donc, c'est à surveiller. Il y a effectivement une possibilité soit de cassure pour aller chercher des plus bas historiques, enfin historiques des plus bas, soit une cassure haussière pour retourner naviguer à l'intérieur de cette longue dérive latérale qui dure maintenant depuis 2 ans. Donc c'est à peu près la même chose que l'on peut constater sur le NZD-USD, hein, puisque le NZD-USD, je l'ai payé pour des raisons similaires, en sachant très bien que si ça casse par ici, on viendra probablement chercher le bas du range ici, d'accord? Mais en attendant, ça tient la route, je l'ai fait, je suis toujours dedans, c'est très très long, ça fait maintenant plus d'une semaine que ça dure, et la situation est totalement similaire à celle que je viens de décrire. La probabilité d'avoir une zone d'attente, hop, ici sur le NZD-USD, donc on ne peut pas véritablement dire que ça a cassé ici. Il faut attendre un petit peu, d'autant plus qu'on peut peut-être tracer, voilà, jusqu'ici. Si ça casse ici par le haut, je respirerai beaucoup mieux. Tant que ça ne casse pas ici par le bas, j'ai même pas peur. Vous voyez, là ici j'avais moins 80 points, tout cela correspond à 1% de mon capital. Donc voilà, si ça casse par le bas, la probabilité que ce soit pour aller chercher des plus bas est très importante, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir un stop supplémentaire, mon plan sera annulé. Donc le range H1 sur le NZD USD. Copper, j'ai pas oublié, l'USD Yen qui casse la Kijun H4. Donc l'USD Yen, on vient de le voir. Oui, c'est tout à fait vrai qu'il casse la Kijun H4. Sauf que lorsque l'on est dans des périodes de range, ça n'a pas du tout la même importance. Il faut savoir lire Ishimoku en fonction de si on est en tendance ou si on est en dérive latérale. Lorsque l'on a un nuage parfaitement bien orienté, c'est très pertinent de dire et de faire, et d'ailleurs ça reste pertinent, d'utiliser la Kijun comme point de support ou de résistance sur lequel s'appuyer éventuellement pour partir long. Mais lorsque l'on a le nuage qui s'aplatit, ici, très probablement que si on descend d'unité de temps, on va voir le twist. On va pouvoir constater notre range. Bon voilà, il n'est pas merveilleux ce twist, mais on va pouvoir constater notre range. Donc à ce moment-là, c'est plus délicat d'utiliser la Kijun comme niveau de support résistance. Tu vois, tant que le nuage est parfaitement bien orienté, on voit bien qu'elle joue parfaitement bien son rôle. Ici, elle joue son rôle, mais si on avait dû acheter, le signal, il était ici à 3 heures du matin. Donc tu me diras, on n'est pas bien loin, mais là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc je ne pense pas que ça soit pertinent d'acheter, même si on venait en clôture à 11 heures, puisqu'il n'est que 10h36, à casser ici ce niveau de Kijun. Ça me paraît improbable parce que là, il faut mettre le stop en dessous. C'est là où est le problème et la limite
de l'analyse technique, c'est que qu'on casse un niveau important comme une Kijun, c'est très bien, mais il faut pas oublier que ce qui est le plus important et ce qui doit être placé au-dessus de tout si on veut durer sur les marchés et on veut espérer un jour gagner un minimum d'argent, c'est le money management. Et donc, la Kijun se trouvant au milieu ici, si on entre avec la cassure de la Kijun, encore que si elle rentre ici et qu'on met le stop sous la mèche basse tout en visant le haut du rectangle, on doit avoir un ratio proche de 2,1, mais ça sera plutôt du 1,7 à la vue comme ça, ou du 1,8. Maintenant, si ça casse ici au milieu, que tu es obligé de mettre le stop ici en dessous, sous le plus bas précédent, puisque la Kijun ne joue plus vraiment son rôle à l'intérieur d'une dérive latérale, entre l'objectif et le stop, il n'y a plus de ratio de 2 pour 1, donc ça vaut pas le coup. Il vaut mieux attendre de payer en bas ici sur des chandeliers de retournement que de payer la cassure de Kijun qui est ici et maintenant, sauf à vouloir venir chercher cet objectif, auquel cas il suffit de procéder autrement, mais là tout est question d'horizon de temps, tout est question d'horizon de temps, puisqu'on parle de H4, on est sur H4, mais ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de matérialiser le plat Kijun qui est ici, matérialiser le précédent qui est ici, fixer un objectif, alors là, à très court terme, qu'est-ce qu'on pourrait fixer comme objectif, à part ici, le Platenkan, je vois pas grand-chose. Une fois qu'on a tracé tous ces niveaux, on peut basculer par exemple sur du 15 minutes, et on retrouve tous nos niveaux. Ça, c'est la Kijun qui vient d'être cassée. Vous voyez, la probabilité d'aller chercher ce niveau est importante. Ça, c'est la Kijun qui vient d'être cassée. Ça, c'est l'autre plat Kijun qui est en dessous. Donc, comme ça, c'est en train d'être cassé. Si jamais on a un pullback sur la Kijun H4 ici, plus ou moins sur la Kijun 15 minutes. Pourquoi pas à condition d'avoir des chandeliers de retournement, par exemple sur du 5 minutes, là il faut aller les chercher sur du 5 minutes sur ce niveau. À ce moment-là, entrer en position ici avec un stop sous le plat Kijun précédent pour viser le plat Tenkan H4 qui est ici. Ça c'est une autre possibilité qui peut bien évidemment être mise en place suite à l'observation très pertinente que tu fais de la cassure possible en H4 de la Kijun. On m'a demandé quoi? On m'a demandé le SP500, le CAC, le DAX. Ok, très bien, on va essayer le SP500. Je vous quitte 2 secondes, je bois un petit verre d'eau. Mon petit doigt me dit que, en ce qui concerne... Alors attendez, est-ce que je suis pas en train de parler dans le vide? Est-ce qu'il n'y aurait pas de... Non, je vois qu'il y a encore du monde, donc le son fonctionne. Mon petit doigt me dit que la configuration du SP500 n'a pas dû évoluer beaucoup par rapport à la dernière fois que l'on a analysé cet actif. Ce qui est important, c'est de ne pas rechercher à trader aujourd'hui. Il ne faut pas faire une revue de marché pour trader aujourd'hui. Il faut préparer des plans de trading, les garder en mémoire. Si ça déclenche des trades aujourd'hui, très bien. Si ça en déclenche demain ou après-demain, c'est bien aussi. Chercher à trader ce que l'on voit ici et maintenant, c'est une garantie de perdre de l'argent sur les marchés, sauf exception, quand on tombe, hier j'allume, j'arrive sur les écrans, boum, je vois cette configuration, je me pose même pas de questions, je rentre direct, mais c'est quand même relativement rare. SP500, j'ai bien vu ici la dérive, qui peut donner des informations importantes, mais on va aller regarder ce que nous raconte le graphique hebdomadaire. J'avais tracé les extensions de Fibonacci, ils y sont plus. Je sais pas ce que c'est que cette ligne ici. Paf. Alors le problème c'est que je me rappelle plus où je les avais tracés parce que on peut les retracer maintenant puisque ça a évolué. Non, ça c'est pas les extensions de Fibonacci. On peut les retracer maintenant puisque les choses ont évolué. Voilà, c'est pas mal. On va prendre ça. Alors des fois, il faut faire attention parce que quand on les trace, ils se décalent. Ils se décalent, donc il faut bien les mettre sur le plus haut, sur le plus bas et sur le plus haut. Parfait. Puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, hein, souvenez-vous. Donc la configuration, c'est exactement ce que je disais, n'a pas du tout évolué. Elle est même relativement confortable. Nous sommes ici en situation de surachat. Attention, les prix ont très fortement accéléré et la Tenkan-sen n'a pas pu suivre. Si on ne sait pas lire le surachat ou la survente avec la Tenkan-sen, on peut toujours se reporter sur des oscillateurs et on voit bien que le stochastique ici ne fait que confirmer ce que nous indique la Tenkan-sen, qui est quand même plus précise pour nous indiquer des niveaux de support, de survente ou surachat, puisqu'elle doit
obligatoirement coller au prix. Quand elle ne colle pas au prix, il est rare, sauf déclaration politique ou autre, géopolitique ou autre, je ne sais quel cataclysme ou intervention de banque centrale, il est rare que les prix puissent évoluer longtemps lorsqu'ils sont éloignés de la Tenkan-sen. Première information absolument importante, hein, il faut apprendre à tout voir en même temps lorsqu'on trade avec l'Ishimoku. Nous voyons que ce niveau d'extension de Fibonacci a été travaillé une série de fois importante, avec ici des doji, des configurations de retournement, pouf, un avalement. Tout cela n'est pas allé bien loin, mais enfin on est quand même revenu chercher la Kijun-sen ici, qui était un niveau important. Hein. Je savais que lorsqu'on viendrait chercher la Kijun-sen ici, et la probabilité de rebond serait très importante. Et puis nous sommes de nouveau venus chercher ce niveau d'extension de Fibonacci, et donc la probabilité est qu'on aille chercher le suivant. On est bien d'accord, donc ça c'est notre objectif de très long terme. En attendant, nous sommes en situation de surachat, donc un pullback est certainement nécessaire, peut-être sur ce niveau pour pouvoir prendre appui pour aller chercher, peut-être pas tout cela si on fait de l'intraday, mais en tout cas savoir que ce niveau est de taille. Donc moi j'aurais tendance à attendre que les prix reviennent chercher ce niveau, à avoir la patience d'attendre cela. Maintenant, si on ne veut pas attendre cela, ici et maintenant en intraday, je ne crois pas que d'aller sur le daily ou autre va nous donner des informations supplémentaires. Bon, voilà, on peut. Là, ça, c'est les mèches que l'on observe euh, sur le weekly, donc ça peut être notre niveau de retracement. D'ailleurs, la Tenkan est en train d'y aller, mais attention, regardez cet avalement qui laisse à penser que un retracement est probable. Mais enfin, c'est difficile avec les indices puisqu'ils sont tellement dopés, on va dire, ils sont tellement dopés par la banque centrale que l'analyse technique n'est pas toujours extrêmement pertinente. Vous voyez, on a cassé la Kijun-sen ici, on retrace, donc là, il est probable qu'on rentre dans une période de range qui va nous donner les objectifs à atteindre. Donc si on fait de l'intraday, on peut toujours fixer le plus haut qui est ici, bon, à quelques centimes millimètres près, puis le plus bas qui est ici. On a des objectifs. Là, on a notre zone d'équilibre du range que l'on va, à tous les coups, je vous le donne en mille, retrouver sur le H1. J'ai tellement l'habitude de le voir que je le devine avant même de le dessiner, puisque c'est visuel, hein, de toute façon. Et je ne me suis pas trop trompé, comme on pouvait l'imaginer, nous avons bien ici notre gentille dérive latérale, voilà. Nous avons, alors attention, hein, il y a des plus bas ici, mais pour le moment, on est au milieu de cette dérive latérale. J'avais mis la zone d'équilibre ici, bon, il fallait la mettre là. On est au milieu de cette zone, de cette dérive latérale de court terme. Cela veut dire qu'il n'y a rien à faire. La seule chose que l'on puisse faire ici, c'est observer la configuration et savoir que si l'on vient rechercher le bas du rectangle ici, ça peut descendre, faut faire attention, il peut y avoir des excès jusqu'ici. Hein. Si on revient chercher le bas du rectangle ici et que nous avons des configurations de retournement en chandelier japonais, un stop en dessous, viser la zone d'équilibre 1, viser la zone d'équilibre en haut est une possibilité. Exactement la même chose en haut. Si nous avons un soulèvement, une mèche haute avec une clôture à l'intérieur, des volumes qui augmentent, tel que je l'explique dans la formation, on peut fixer le stop au-dessus, viser l'équilibre, puis le bas. En attendant, ici, au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire. Ce qu'on peut aussi observer, mais à mon avis c'est totalement prématuré tant qu'on ne sera pas passé par la période Fed. Regardez ici, nous avons notre extension de Fibonacci sur le weekly. C'est un objectif. Nous savons que la probabilité pour que les prix retracent sur ce niveau est importante. Et donc la cassure de ce niveau donne comme objectif ce niveau, puis ce niveau. Et là, lorsque on sera sur ce niveau, il ne faudra pas espérer un krach boursier, hein, comme l'attendent depuis 25 ans certaines personnes. Enfin, entre-temps, ils l'ont eu en 2008, mais ils l'attendent depuis 2008. Si nous avons des chandeliers de retournement sur ce niveau, on pourra anticiper sur les unités de temps inférieures le signal swing weekly pour rentrer en position ici, fixer un stop large par rapport à des critères techniques et viser l'extension de Fibonacci tout à fait en haut pour ceux qui font du swing trading et qui ne peuvent pas trader la journée, par exemple. La cassure ici de ce niveau nous donnerait des objectifs qu'il faudrait aller étudier jusqu'à l'extension de Fibonacci suivante. Donc une fois qu'on s'est attardé sur le SP500, ce qui est très intéressant, c'est que normalement ça devrait aller relativement vite pour le CAC et le DAX, puisque le CAC et le DAX, sauf exception, sont des copies conformes, ils suivent avec plus ou moins de retard, avec une amplitude en pourcentage de hausse ou de baisse parfois différente, mais au niveau du mouvement, ils suivent le mouvement et l'impulsion qui nous est donnée par le maître étalon, qui est le SP500. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le SP500 comme ça à côté de mon graphique. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ok. Et on va aller regarder le DAX. Donc le DAX, bon, ok, très bien, il a gagné ici 54 points, il est content. Ça sert à rien de le garder comme ça à l'écran pendant 3 heures.
Donc on va partir aussi, bien que en général le DAX, il n'y a même pas besoin de l'analyser. Enfin, je devrais pas dire ça, sinon je vais me faire gronder encore une fois. Donc le DAX est dans une configuration différente de celle du SP500. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici et maintenant? Que le nuage est totalement à l'horizontale et que tout cela dérive à l'intérieur de ce rectangle. Vous voyez, nous avons la zone d'équilibre, poum, nous avons le plus haut, nous avons le plus bas. Donc c'est très facile, c'est même carrément ultra facile. Tac, on a les plus hauts ici qu'on n'arrive pas à passer, puis nous avons les plus bas ici qu'on n'arrive pas à passer. On constate que si l'on casse par le haut, il y a plus d'espace facile pour rentrer en position que si l'on casse par le bas. On rentre dans la zone d'équilibre du range, et la zone d'équilibre du range est une zone de machine à laver. Néanmoins, on va quand même tracer ici voilà, un objectif baissier. Maintenant, ça a été fait. On peut revenir sur le H1. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai décidé. Alors attendez, excusez-moi, je reviens sur le weekly parce que après, au bout d'un moment, j'y comprends plus rien à mes couleurs. On va enlever, paf, ici, et on revient sur le H1. Voilà. On revient sur le H1 et là, on va pouvoir constater ensemble l'effet moutonnier du DAX parce que théoriquement, la cassure ici par le bas de ce range devrait donner des objectifs. Vous voyez, il y a des objectifs intermédiaires. On peut fixer des objectifs. Le plat SSB qui est ici. Ici, c'est une zone ici. Vous voyez comment elle a été travaillée. Donc la probabilité pour que ça casse et que ça descende est importante. Mais tant que le SP500 ne casse pas, le DAX ne peut pas aller bien loin. Donc pour que le DAX puisse casser ce niveau et puisse venir chercher ce niveau, il faudrait au minimum que les prix ici sur le SP500 ne parviennent pas à franchir la zone d'équilibre de leur dérive latérale, qu'ils soient repoussés ici par la zone d'équilibre pour faire ce que l'on appelle une rotation partielle et reviennent chercher ce niveau. Si on voit que le SP500 revient chercher ce niveau, la probabilité est forte, pour ne pas dire presque extrême, pour que le DAX casse ses niveaux et vienne chercher les objectifs. En tout cas, en ce qui concerne le DAX en intraday, on a ici les objectifs. Vous voyez, si on casse ici ce niveau, après pullback, on vient chercher ce niveau des 4415, puis des 10 275, etc. À la hausse, si on vient à casser ici les 10 775, on ira très probablement chercher les 10 825, et puis ensuite, ça donnerait aussi le signal pour aller chercher le haut de la dérive latérale ici qui a 10 825 et c'est déjà pas mal. 10 825 et puis après les objectifs suivants, on les trouve comme ça, tac. Ensuite, on a 11 228. Vous voyez, c'est pas très difficile que d'aller chercher les objectifs. Pour que cela soit possible, on va remettre le DAX et puis on aura presque terminé. Voilà. Pour que cela soit possible, pour aller chercher les objectifs haussiers, il faut bien évidemment qu'au même moment, le SP500 casse ici sa dérive. Mais comme nous avons le PIB américain à 14 heures, on peut préparer nos plans, mais enfin, ça risque quand même de faire du bruit. Et attention, après les statistiques, on peut très bien avoir des mèches dans tous les sens pour se retrouver ce soir ici ou ce soir. Donc il faut quand même prendre le temps de bien attendre que le marché se stabilise après le PIB américain. Enfin, voilà comment tracer les niveaux. Et donc sur le CAC 40, ça ne doit pas être bien différent. Regardez, j'ai tracé déjà des vieilles choses que j'ai laissées à l'écran, parce que j'aime bien laisser les vieilles choses à l'écran, parce qu'on retombe toujours dessus. Vous voyez, la configuration doit être à peu près identique à celle du DAX. Nous avons ici une grande dérive latérale que j'ai dû dessiner sur des unités de temps supérieures, et puis nous avons ici une plus courte dérive latérale, voilà, avec le nuage qui devient de plus en plus fin, indicateur de la volatilité précédente, des heures précédentes. Quand le nuage devient fin, comme ça, il nous indique que le marché est en train d'attendre quelque chose, et que si le marché est en train d'attendre quelque chose, on ferait bien d'attendre nous aussi. Une seconde. On ferait bien d'attendre nous aussi. Donc pour le CAC 40, ce que j'ai tracé il y a quelques jours maintenant est toujours d'actualité. Si on vient à casser ici par le haut, j'ai tracé des objectifs que j'ai trouvés sur les unités de temps supérieures à 4675, 4735, 4825. Je vous laisse regarder de par vous-même vos graphiques et essayer de deviner comment est-ce que j'ai fait pour tracer ces objectifs, puisque maintenant vous le savez comment je fais. Si on casse ici par le bas les 4475, on a un premier objectif à 4443 en très court terme, puis à 4395, puis à 4363, puis finalement l'objectif final à 4303. Si on veut vérifier tout cela pour plus de sécurité, on bascule sur les unités de temps inférieures. Donc là, vous voyez de la couleur partout. Si j'ai tracé ça, on va le laisser, c'est pas pour rien.
Vous voyez, l'objectif ici de 4444 est vraiment très important. Très important. Et là, maintenant, on a des ranges dans les ranges. Alors, c'est intéressant parce que quelque part, ça répond à la question qui m'a été posée tout à l'heure des ranges dans les ranges. Je vais y répondre sur le forum, mais je suis déjà en train d'y répondre depuis tout à l'heure. En fait, je m'en étais pas rendu compte, tu vois. Le range principal. Donc, si on casse ici, on va chercher ici, mais là, on n'a pas d'espace pour trader. Si on casse ici, on va chercher ce niveau qui est spectaculaire. Hein. Et là, encore, on a encore un range dans un range. Vous voyez, si vous utilisez le twist qui est ici, vous pouvez constater qu'il se lie. Ici, tac, on a de nouveau un range dans un range. Vous voyez, donc là, si on vient à casser, on va dire les 4430, la probabilité, d'autant plus que ce niveau est vraiment important, hein, c'est tout un cluster de niveaux, on le retrouve ici au niveau du plat SSB qui est ici. Si on vient à casser les 4430, disons 4400 pour plus de sécurité, il est fortement probable qu'on retourne chercher les 4300, qui est 100 points à prendre ici, ou au moins 4352 ici. Vous voyez, là, on a vraiment des ranges dans des ranges. Et si on vient à casser ce niveau, on a tous les niveaux au-dessus. Bien évidemment, casser ne veut pas dire, d'abord c'est casser, c'est en clôture de chandelier, et ensuite toujours attendre les pullbacks si nécessaire. Ok, je crois que j'ai fait le tour de la question, que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Voilà, ouf, personne n'est parti. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Armel, tu me demandes si je peux parler du NZD. Alors, il me semble l'avoir fait. Si tu n'étais pas là au début, je suis revenu dessus après. Tu n'hésites pas à revoir la vidéo après sur YouTube puisque je l'ai bien analysé, le NZD USD. J'espère que cette longue revue de marché vous aura été utile. Je vous souhaite une très agréable journée. On reste en contact sur Twitter, sur le forum et le blog. Excellente journée à tous. Merci Gabi, merci Jackie, Marc, Mike. Bye bye. Rythme dur. Merci Roger. À bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Salut Pascal. Salut Jean-Jacques. À bientôt. Au revoir. Bye. Je coupe.